Après une semaine, fin de semaine noire sur les marchés boursiers, déjà 10% de baisse entre jeudi et vendredi sur les marchés américains et un peu moins sur la bourse de Paris. Le plongeon se poursuit encore une fois en Asie et aujourd'hui en Europe et sûrement aux États-Unis aussi. Et il s'accentue. Bonjour Frédéric. Bonjour David. C'est tombé sur vous. Hein. Ah bah ouais. Frédéric Rosier donc pour Mirabeau France. Je ne sais même pas par où commencer. C'est le pire crash depuis le Covid. Oui. L'indice VIX, qui est l'indice de la peur, qui permet de voir quelle est la volatilité implicite attendue par les investisseurs, qui est un marqueur fort de la peur, est à 45%. On était à 20% il y a encore quelques semaines. Et Trump dans son avion tranquillement, inflexible, ça n'a pas l'air de le déranger ce qui se passe. On est à moins 6 encore aujourd'hui, ça fait 15-16% de baisse sur le CAC 40 en 3 séances. Ouais, vous avez même, vous savez, l'indice CNN Fear and Greed, de la peur et de la cupidité, qui est à 4. Je ne savais même pas que techniquement on pouvait descendre aussi bas. Je ne sais même pas ce que cet indice. Alors c'est un indice, ça ne me parle pas. C'est un indice qui va de 0 à 100 et qui intègre notamment le VIX. Donc c'est plusieurs index sur lesquels on met la volatilité, les positions vendeurs à découvert et compagnie. Et cet indice montre à quel point effectivement on est dans quelque chose qui est quasiment extrême, qu'on n'avait même pas, honnêtement, lorsqu'il y a eu le déclenchement de l'Ukraine. Et de cette ampleur-là, parce que sur le Covid, ça a été brutal là-dessus, mais là, il y a une conjoncture qui fait qui fait qu'on a énormément de choses négatives, peut-être trop négatives, et ça va être le côté positif de mon intervention aujourd'hui. Il va trouver du positif dans le négatif, je veux bien, mais encore une fois, quand on voit Trump et son administration qui n'ont pas l'air plus troublés que ça. Enfin, hier, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui nous dit à la télévision devant, comment il s'appelle, la Tucker Carlson sur Fox News, que la chute de Wall Street n'affecte que les gens qui sont riches. Faux. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est les pensions des Américains. Ça a des conséquences derrière. 10% des Américains réalisent 50% de la consommation aux États-Unis. Oui. Comme tu viens de le dire aussi. Hein. Et donc, il va y avoir des conséquences parce que, je suis désolé, il y aura quand même une influence sur l'inflation, même si c'est peut-être une incidence qui sera plus courte. Certains disent qu'on sera à 4% d'inflation, là, quelque part. Oui, c'est ça. Oui, d'après les calculs, oui, donc 4%, voire un peu au-delà. Alors qu'on est à quoi, 2,5 entre 2,6 et 2,5, 2,6. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a la partie volatile. C'est pas une explosion de l'inflation. Non, et en plus, c'est vrai que vous en avez parlé au préalable, mais l'essence, le prix du brut a tendance à baisser, donc cette partie-là va avoir tendance, effectivement, peut-être à se contracter. Mais malgré tout, il y a de l'inflation, il y a des vraies interrogations, même sur le modèle même des entreprises américaines. Juste ouais. Pardon, mais c'est de la peur, c'est de la panique, c'est justifié, encore une fois, parce que Trump ne donne pas du tout le sentiment de vouloir faire machine arrière. Hein. Non, parce que c'est totalement différent de Trump 1.0. Le Trump 2.0, effectivement, c'est où veut-il vraiment aller? Et c'est ça, aujourd'hui, l'incertitude qu'on a sur le marché. La réalité, c'est plutôt un problème assez court terme. Au lieu de la réindustrialisation qui fait passer un peu la pilule quand même auprès du public américain, c'est de la capacité de captation de l'impôt sur une situation qui est extrêmement tendue. Le Trésor américain n'a plus que 300 milliards dans les caisses au moment où on se parle. Si vous voulez avoir une baisse d'impôts, il faut pouvoir collecter ces impôts. Vous ne pouvez pas agir sur l'IS parce que des entreprises, on a parlé récemment d'Apple, d'impôt sur les sociétés, Apple avec ses structures notamment en Irlande. Vous n'avez pas tellement la main sur cette possibilité de captation Il a qu'à taper sur Apple et faire rapatrier la montagne de cash aux États-Unis. Hein. Exactement. Donc oui, il y a cette possibilité. D'ailleurs, ça avait été évoqué lors du premier mandat de Trump, cette possibilité d'aller taper effectivement sur finalement ce qui n'était pas productif et cette montagne de liquidité. Mais la réalité, c'est que si vous souhaitez imposer notamment une baisse de l'impôt sur les sociétés, il va falloir assez rapidement le financer. Et donc, vous ne pouvez pas le financer par les économies d'Elon Musk parce qu'on va se retrouver très très vite confronté à une problématique majeure, c'est que vous allez devoir taper sur le Medicare. C'est le Congrès qui vote ça. Oui, exactement. Donc vous allez avoir... Mais ça, c'est des discussions qui sont assez importantes parce que vous avez certaines voix républicaines, pas beaucoup, c'est vrai, qui commencent à se poser des réelles questions, notamment parce que la base, aujourd'hui, s'inquiète de la situation, au-delà des licenciements dans le domaine public, la pression qui s'opère aujourd'hui sur le Medicare pour avoir une incidence également sur l'électorat de Trump. Et donc, il y a une urgence à trouver très rapidement des financements. Et la réalité, c'est que quand vous augmentez les droits de douane, puisqu'ils ont commencé déjà il y a 48 heures, vous avez une capacité, ça aurait fait
hors effet volume, de pouvoir capter rapidement des recettes supplémentaires et finalement rééquilibrer une situation qui commence à devenir inquiétante, puisque vous savez, à 26 000 milliards de dettes, on est au niveau du seuil du plafond de la dette, et donc là aussi, il va falloir agir, notamment auprès du Congrès. Est-ce que c'est justifié que les marchés boursiers perdent 15% en 3 séances, avec une accélération de la baisse en ce lundi, qui est un lundi noir? Est-ce que c'est justifié par rapport, encore une fois, à ce qui est annoncé par Trump, à la riposte de la Chine, qui taxe au même niveau les Américains? La riposte européenne viendra en 2 temps et plus timidement. Oui, parce qu'on avait l'habitude de dire Trump frappe fort pour pouvoir négocier après. Et là, on a le sentiment déjà qu'il y a une opposition en face, qu'on n'avait pas forcément dans la version 1.0 de Trump. C'est-à-dire l'Europe parle d'une voix, pour l'instant, même s'il y a quelques voix dissonantes, notamment en Italie et en Espagne. Il y a les Chinois qui répliquent immédiatement. Donc, c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'escalade là-dessus, alors qu'on avait le sentiment qu'il y a 8 ans, on était plutôt à essayer de trouver assez rapidement un compromis. Donc là, il y a déjà une première incertitude. Puis après, sur la baisse de Wall Street, comme le modèle est en train de changer de valorisation des sociétés américaines, quand vous avez 4% de taux d'IS, par exemple, sur Apple, si vous voulez rapatrier une partie de la production, sans avoir à augmenter les tarifs, c'est très compliqué, vous devez rogner sur vos marges. Et donc là, la valorisation est excessive si vous considérez ce phénomène-là. Donc oui, on doit revoir tout ce qu'on avait vu au préalable. Et d'ailleurs, juste pour vous dire sur ce flux, on a 1400 milliards de moins sur la capitalisation des Magnificent Seven. Le plus gros outflow, c'était la plus grosse sortie de capitaux, c'est essentiellement sur les valeurs technologiques, aux 3/4 sur les valeurs technologiques, parce que oui, la politique de Trump met à mal vraiment, finalement, ce qui a fait le succès de ces entreprises. Comment ? Comment c'est-à-dire ? Comment ça met à mal Parce que justement, ça met une... Comment des droits de douane qui montent font chuter les géants de la tech. Parce que déjà, si vous devez, vous savez, c'est le papier, ça doit être dans le Wall Street Journal ou Financial Times sur le prix théorique des iPhones qui devrait augmenter de 54% si on appliquait les droits de douane. Donc bien sûr, l'élasticité prix qu'on a aujourd'hui et le client final ne peut absolument pas payer son iPhone quasiment $2000 aujourd'hui. Mais il n'est pas question que ça augmente de 54%, ça augmenterait en réalité de 10 ou 15%. Oui, mais ça c'est la théorie. Mais derrière, la politique est vraiment de rapatrier une partie de cette production. Or, vous avez, excusez-moi, mais quand vous avez une politique qui est là plutôt à expulser les travailleurs mexicains et que vous êtes en plein emploi, comment vous faites aujourd'hui pour monter des usines aux États-Unis et pouvoir produire localement ? Techniquement, ça va être compliqué, sans avoir à rogner justement sur ces marges et finalement à offrir un prix aux clients américains qui est cohérent finalement avec sa capacité de dépense. Qu'est-ce qu'il cherche Donald Trump? Est-ce qu'il veut un deal derrière ou pas? Parce qu'il nous dit ce week-end, c'est le gouvernement, c'est l'administration Trump qui dit que une cinquantaine de pays veulent négocier sur les droits de douane avec les États-Unis. Est-ce que c'est vraiment ce que recherche le président américain? Il veut négocier des accords en bilatéral très favorables aux Américains, c'est ça? C'est toujours ça? Oui, c'est toujours ça. D'ailleurs, il réussit avec les Anglais, par exemple. Il a des droits de douane à 10% avec les Anglais. Il cherche ses partenaires. En vérité, il essaye de construire plusieurs blocs. Clairement, donc il y a les pays amis qui seront identifiés comme amis, sur lesquels il a déjà négocié et quasiment depuis le début, on l'a vu avec le Mexique et Canada, donc c'est des discussions qui sont frontales. Puis arrive le bloc européen qui a un gros morceau et le bloc chinois qui est clairement identifié comme ses ennemis. Donc oui, il va négocier avec les deux premiers blocs. Est-ce que sur la Chine, il ne veut pas aller plutôt à une confrontation et dans ce cas-là, effectivement, ne pas vouloir agir, intervenir pour baisser ses droits de douane et maintenir des droits de douane relativement élevés? À quel moment on se dit que on vit le pire, on vit la séance de capitulation qui permet de savoir qu'on a touché un point bas? Moi, je pense qu'elle n'est pas encore devant nous. Hein. Enfin, pardon, elle est devant nous. Alors, on n'y est pas encore. Hein. C'est pas loin. Aujourd'hui, ça ressemble un peu sur l'ouverture parce que vous avez même les entreprises domestiques, celles qui n'ont rien à voir avec les effets de droits de douane, qui font 100% de leur business, soit en France, soit en Europe. Qui perdent 15 ou 20%. Qui ont chuté assez lourdement aujourd'hui. Ça y ressemble parce que vous avez même aussi des effets un peu collatéraux avec le crypto-monnaie et tout ça. Quand vous avez finalement tous les actifs, sans exception, qui baissent, on n'en est pas loin. Ces indices de volatilité qui sont sur des situations extrêmes, cet indice de fear and greed qui est au plus bas, ça ressemble quand même pas loin. On peut parler de krach boursier aujourd'hui? 20% aux États-Unis, techniquement, on y est. On verra la journée d'aujourd'hui. En Europe, on en est. Elle est clé, cette journée d'aujourd'hui? Pour moi, elle est clé. Ouais, tout à fait. Si on fait une journée, et vraiment, je baise mes mots là-dessus, si on a fait une ouverture
sur les plus bas et qu'on finit pas trop mal la journée, ça pourrait être assez intéressant pour un rebond. Ça sera un rebond technique et pour l'instant, on ne parlera que d'un rebond technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, le marché sur un rebond technique, et aux États-Unis, c'est encore plus vrai, notamment sur le Nasdaq, potentiellement, il peut reprendre 10%. En Europe, les CAC peuvent reprendre 7-8%. Moi, j'y crois pas trop. Mais ça restera technique. C'est-à-dire que là, on a cassé quelque chose. Et si on finit encore à moins 8 aujourd'hui? Là, ça veut dire qu'effectivement, on est devant quelque chose de lourd. Mais donc, c'est vraiment... De lourd, c'est quoi de lourd, potentiellement? Potentiellement, vu qu'on a cassé énormément de choses sur le marché, ça veut dire que potentiellement, oui, on peut perdre 4-5% par rapport au niveau actuel, même sur le CAC 40 après une baisse. Et jusqu'où ça descend? Il y a cet adage boursier qui dit qu'on n'attrape pas un couteau qui tombe. Oui, alors c'est vrai, il y a un facteur quand même qu'on va positiver, c'est la Fed. La baisse des taux longs. Les taux longs américains sont sous les 4%. On est à 3,90, 3,95. C'est ce que voulait depuis le début d'ailleurs. Trump, il a toujours dit qu'il voulait que l'Américain moyen puisse s'endetter moins cher. Je ne sais pas s'il avait tout prévu que ça se passerait comme ça, mais le résultat est là en tout cas. Et vous avez vu la provocation, c'est que certains disent, mais finalement il est en train de réussir son pari, parce qu'il veut que les taux longs, depuis les taux baissent, à la fois pour l'endettement et pour la capacité des Américains à emprunter. Il a une volonté depuis toujours que le baril baisse, et certains sont en train de dire, finalement, il est déjà en train de cocher plusieurs cases de son programme, et ça va plutôt pas mal. Alors ça, c'est le côté un peu la vie en rose autour du programme Trump. Ça ne veut pas dire aussi sur les conséquences. Est-ce que c'est une baisse qui est due à une bonne raison ou une mauvaise raison? Là, c'est une mauvaise raison, c'est clairement derrière la récession. La peur de la récession. Et vous avez vu, les grandes maisons comme nous d'ailleurs, chez Mirabeau. JP Morgan dit 60% de probabilité de récession aux États-Unis ou récession mondiale? Les deux, de toute façon, les deux. On est clairement, de toute façon, vu le poids des États-Unis et avec ce qui se passe, donc clairement, quand vous êtes aujourd'hui, que ce soit Goldman Sachs, JP Morgan, Mirabeau, on est en train de relever cette probabilité. Goldman Sachs, JP Morgan, Mirabeau, hey. Je cite les confrères quand même. Si on est en train de revoir effectivement cette hypothèse à la hausse, ça se voit et ça se matérialise sur l'évolution des taux longs. Bonne nouvelle pour la France, d'ailleurs les taux longs français ont tendance à baisser, mais là aussi pour une mauvaise raison. On est à 3,20 aujourd'hui sur le 10 ans français. Donc il y a une vraie détente. Et si on avait effectivement ce ratio, ce prime de risque entre les actifs risqués et les emprunts d'État qui venaient à s'écarter aussi de manière assez importante, de nouveau, même avec une inquiétude sur la croissance, de nouveau, on devrait avoir une forme d'attractivité sur ces actifs. Donc la bonne nouvelle, parce qu'il a commencé à me dire qu'il y a une bonne nouvelle, j'adore les gens qui voient une bonne nouvelle alors que c'est un lundi noir sur les marchés, c'est de se dire que, et d'ailleurs il a tweeté Donald Trump, baisse les taux Jérôme, baisse les taux et arrête de faire de la politique. Les marchés se mettent à croire maintenant que la Fed viendra au secours. 4 baisses de taux maintenant. Voire 4 ou 5 baisses de taux de la Fed cette année. Alors qu'il y a une semaine, certains pensaient qu'il allait y avoir entre 0 et une baisse des taux. Vous voyez, donc à quel point... La Fed viendra au secours au secours, c'est d'ailleurs c'est assez étonnant, au secours. Donc c'est pas bon signe quand on vient au secours. Généralement, on vient pour des raisons qui sont fondamentales. Là, c'est une urgence qui ferait que la Fed agirait assez Jérôme Powell, il a dit dans un discours qu'il allait prendre son temps. Bah oui. Enfin, en même temps, si tous les jours... Quand Jérôme Powell et la Fed voient les marchés boursiers américains perdre 5 à 6% tous les jours, il s'en fout. De toute façon, c'est pas sa mission. Non, mais c'est les effets induits. Oui. Ben, lui, de toute façon, il va attendre que sur la sphère réelle, ça se concrétise derrière par une faiblesse à la fois sur l'emploi. Donc, on va voir si l'emploi est toujours robuste dans ces conditions-là. Ça, c'est pas évident parce que vous avez quand même beaucoup de gel d'investissement aux États-Unis. Et ça commence, et on l'a vu dans des derniers chiffres, commence à ralentir quand même. Sur l'emploi, on va avoir une pression. Donc là, on va avoir un des critères qui fait que Powell peut intervenir. Mais de l'autre côté, c'est qu'il a rappelé que la politique de Trump était inflationniste. Et là, c'est un critère inverse. Donc là, il se retrouve un peu coincé, à dire. Frédéric, je vous connais depuis longtemps. Vous prenez du Bromure ou du Prozac parce que je vous trouve étonnamment calme au vu de la violence, de la baisse, de la chute. Pour moi, on est en krach boursier et le pire est peut-être à venir. Et je vous trouve éminemment serein. Bien sûr, parce que déjà, j'en ai vécu, comme vous. J'en vois quasiment tous les 2 ans en ce moment, donc on commence à avoir l'habitude. Et je ne suis pas sûr que... déjà, la peur n'évite pas le danger. Et si vous avez un pilote de ligne qui commence à s'agiter, à faire ses dernières volontés quand vous avez des turbulences, je ne suis pas sûr. Vous inquiète, est-ce qui vous rassure aujourd'hui? Je vous dis, je pense qu'on est dans un scénario qui est déjà très très intégré dans une situation extrême
en oubliant quand même qu'on a des échéances, par exemple le 9 avril sur les discussions et un ajustement. Vous avez vu juste cette petite réaction, c'est anecdotique, mais ce qui s'est passé sur un titre comme Nike vendredi. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. D'abord, il a baissé énormément, après très fortement, et il est refini. Et voilà. Et c'est assez simplement parce que le Vietnam a commencé à discuter directement avec la Maison Blanche sur l'adaptation des tarifs. Alors on sait que le Nike qui produit toutes ces grolles là-bas. Voilà, exactement. Mais de toute façon, on va dire tout le sportswear et autres est fabriqué quand même grandement au Vietnam, qui était finalement une tête de pont pour la Chine. Pour éviter les droits de douane. Voilà. Le Trump est mis sur la Chine. Exactement. Donc vous allez avoir ce genre de nouvelles qui fait que secteur par secteur, valeur par valeur, vous allez avoir finalement, c'est moins pire qu'attendu. Et là, on est en train de pricer le pire. Donc, je ne dis pas que ça va être un mouvement de reprise généralisé, mais vous allez avoir ces signaux comme ça qui vont permettre au marché de se stabiliser et trouver finalement des forces de rappel qui va nous permettre quand même de rebondir un petit peu sur les niveaux. Je dis, pour l'instant, ça reste un niveau, un rebond technique. Ça sous-entend que Trump soit flexible et qu'il l'accepte. Il l'est pour certains pays, il l'est déjà. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, je sais que les pingouins sont très durs en affaires et ça va être très dur de négocier avec eux, mais je pense que certains pays pourront négocier. On l'a vu, anecdotique sur certains pays, notamment Zimbabwe ce week-end, le Vietnam qui a commencé à discuter. Donc, on peut avoir cette force de rappel qui nous dit, finalement, on s'attendait à... Qu'est-ce qui peut influencer Trump? On finit là-dessus. Qu'est-ce qui peut l'influencer? Parce qu'il a dit, oui, c'est comme un patient qui doit prendre un médicament dans l'avion, dans Air Force One. Qu'est-ce qui peut le faire infléchir? Ou est-ce qu'il s'en fout de voir la bourse américaine perdre 5 à 7% tous les jours? Je ne crois pas qu'il s'en fout, à vrai dire. Je pense que c'est plus le bruit autour de ce mouvement-là et je pense aussi parce qu'il a des gens qui sont concernés. Elon Musk, tous les jours, il voit quand même Tesla perdre 10%, donc ça a commencé à piquer. On va quitter le gouvernement, Elon Musk. Oui, et ça serait peut-être un signal pris favorablement par le marché. Ça veut dire que peut-être que Trump revient à une forme d'orthodoxie sur sa politique économique. Donc, je pense que dans son entourage, que derrière les grands argentiers, les BlackRock, JP Morgan et autres, vont commencer à peser dans la balance en disant là on tient plus la machine. Donc oui, je pense qu'il y aura quand même si ce n'est pas autant qu'on imaginait il y a encore une semaine, mais je pense qu'il y aura une forme d'adaptation et quelques accords qui seront signés qui permettront de trouver cet équilibre sur le marché. Donc voilà, c'est maintenant, si on veut faire des bonnes affaires. C'est vrai, oui, même si ça pique un peu. Voilà, mais regardez, vous avez Warren Buffett aujourd'hui, vous savez, il a du cash comme jamais, comme quoi il est toujours aussi oracle derrière. Ces gens-là vont commencer réellement à regarder les valorisations et à revenir sur le marché. Donc, je n'ai pas de doute que certains grands institutionnels, sur les niveaux actuels, ne peuvent pas faire l'abstraction d'un investissement à bon escient. Donc, je pense qu'on y va et ça va commencer, à mon avis, dès cette semaine. On en reparlera. Merci. On en reparlera. Point de vue signé Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Merci. Merci David.